Et on en parlait à l'international, c'est la mobilisation générale pour éviter un embrasement de la région. Washington, Moscou ou encore Bruxelles, tout le monde depuis ces 2 derniers jours appelle à la retenue. Bonjour Mathieu Mabin, on vous retrouve depuis Washington, vous êtes notre correspondant. Quid justement de cette stratégie américaine? La Maison-Blanche pèse de tout son poids, on l'imagine, pour éviter que la situation ne dégénère, mais comment? Alors, c'est une vaste question, mais qui revêt à la fois une réponse évidente et une stratégie un peu plus subtile. Je m'explique. Pour l'évidence, d'abord, ce qui permet à Washington d'imposer sa vision dans ce conflit, c'est évidemment sa toute-puissance militaire couplée à sa puissance économique. Chaque domaine servant l'autre, bien entendu. Immédiatement après le 7 octobre et après le départ du premier communiqué condamnant l'attaque du Hamas, Joe Biden a convoqué ses chefs d'état-major et a donné l'ordre immédiat du plus vaste déploiement militaire américain dans la région depuis la première guerre du Golfe, depuis les années 90, le début des années 90. Un dispositif qui n'a pas cessé d'être consolidé depuis et qui a notamment servi à contenir à la fois l'initiative des Houthis en mer Rouge, mais également, dans une moindre mesure, les mouvements de l'ensemble des milices chiites affiliées à l'Iran, ce qu'on appelle les proxys, en Syrie et en Irak. Nous reparlerons du Hezbollah libanais, mais jusqu'à présent, Washington n'a fait qu'observer le duel qui oppose la milice chiite au nord d'Israël à l'armée israélienne. On l'a évoqué le sujet à l'instant avec le général Trinquant. À ce sujet, le département d'État américain a éprouvé à plusieurs reprises, depuis le 7 octobre, la sensation qu'Israël et concrètement l'administration de Benjamin Netanyahou auraient bien voulu que l'Amérique s'engage plus à ses côtés face au Hezbollah notamment. Cette sensation largement étayée par la multitude d'incidents de frontières d'ailleurs qu'on a pu observer depuis 6 mois, alors que Hassan Nasrallah n'a jusqu'à présent montré que bien peu d'envie de rejouer le scénario de 2006 en déclenchant une guerre avec Israël. Un peu comme si Israël voulait contraindre les États-Unis à entrer en guerre contre ses ennemis en fait. C'est d'ailleurs clairement ce que Joe Biden a reproché à son homologue israélien cette nuit, lors de la frappe israélienne à Damas sur une emprise diplomatique iranienne. Frappe qui, comme vous le savez, est à l'origine des événements de ce week-end. Attention, même si le gouvernement israélien n'a jamais franchement revendiqué l'action qui a conduit à la mort de 2 généraux iraniens, elle n'a pas non plus formulé de démenti. Et c'est là que la posture américaine devient complexe. Pour Washington, il est tout à fait clair que l'Amérique doit se tenir aux côtés d'Israël face à l'Iran, ennemi juré de l'Amérique depuis 1979. Il ne faut pas l'oublier, mais dans l'entourage du président américain, et on pense notamment au conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, déclencher un conflit avec l'Iran à l'initiative d'Israël serait un bien mauvais scénario. Washington veut conserver l'initiative. S'agissant de l'attaque de ce week-end, l'administration israélienne et les états-majors de Tsahal ont beau se féliciter de l'étanchéité de leur système de défense devant l'ampleur de la manœuvre iranienne, le fameux dôme de fer n'aurait pas suffi à protéger le territoire israélien sans une intervention massive de ses partenaires américains, évidemment, et dans une moindre mesure britanniques et français. Ce qui permet aujourd'hui à Joe Biden de fixer une limite à l'engagement américain en le limitant explicitement au ciel d'Israël. C'est ça le point clé. En clair, l'Amérique ne frappera pas l'Iran et s'accorde donc implicitement avec Téhéran pour que le conflit soit maintenu à son plus bas niveau. Téhéran avait l'obligation d'offrir à son opinion publique et aux grands acteurs régionaux une démonstration de force en dévoilant son arsenal de drones et de missiles balistiques et de croisières, mais il est permis d'envisager que la destruction totale ou presque de ces systèmes d'armes n'est pas que le fait de la défense israélienne et de ses alliés, mais également une forme d'expression de la volonté de Téhéran de ne pas embraser la région, ce qui serait d'évidence une catastrophe économique et donc politique pour l'Iran. Mathieu, vous nous parliez du président américain Joe Biden qui avait promis une adresse à la nation. Finalement, rien. Il a préféré à la place convoquer une réunion du G7. Que faut-il lire entre les lignes? Éclairez-nous.
Oui, effectivement, comme il en a l'habitude, Joe Biden, ou en tout cas ses équipes de communication, avaient effectivement annoncé ce week-end une prise de parole officielle du président. On s'attendait à voir apparaître le président à la Maison-Blanche, s'adressant au peuple américain. Or, cette intervention n'est jamais venue, et sans démenti des équipes de communication. En lieu et place, vous l'avez dit, et alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies avait annoncé de son côté une réunion en urgence, Joe Biden a préféré convoquer une réunion concomitante du G7. Alors, ce qui est un petit peu étonnant dans cette initiative, c'est que la vocation du G7, comme vous le savez, n'est pas à proprement dit de débattre des grands enjeux et des tensions de politique étrangère de la planète, mais on a clairement senti autour du conseiller à la sécurité nationale ici le besoin de Washington d'apparaître aux côtés des principales puissances économiques du monde qui soutiennent Israël. Et concrètement, il s'agit du G7. Il n'y a évidemment rien à attendre pour Washington de la part du Conseil de sécurité où siègent les Russes et les Chinois, mais ce qui est intéressant avec le G7, c'est qu'il regroupe à la fois les 3 pays qui sont intervenus aux côtés d'Israël dans la nuit de samedi à dimanche, c'est-à-dire les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, mais également le Japon, dont le Premier ministre a quitté Washington justement il y a quelques jours après avoir consolidé son partenariat de défense avec les États-Unis. Un partenariat, cette fois, face à la Chine, en Indo-Pacifique. Puisque ne l'oublions pas, on se le répète régulièrement sur notre antenne, ce qui se joue en ce moment, autant au Moyen-Orient qu'en Ukraine d'ailleurs, est scrupuleusement observé et analysé par Pékin. En clair, il est une évidence pour le département d'État que les 2 champs de bataille, au Moyen-Orient et en Ukraine, sont en réalité des laboratoires d'analyse stratégique pour l'entourage de Xi Jinping qui permettront à la Chine d'anticiper les réactions de la communauté internationale en cas d'invasion de Taïwan, par exemple. Voilà, j'ai envie de vous dire que c'est une autre histoire, mais dans le fond, pas tant que ça. Merci beaucoup pour tous ces éléments.